Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec nous sur Médiane TV dans On se dit tout. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en direct du lundi au jeudi avec une rediffusion le vendredi d'un best-of. Et puis, bien sûr, juste avant, on était sur les ondes de la radio du Grand Maghreb avec Farhana pour Blamiad. Alors là, on prend rendez-vous avec deux spécialistes pour deux sujets complètement différents. D'abord, je vous propose de parler de grossesse. Ensuite, on attaquera le jeûne intermittent. Deux sujets complètement différents, mais les deux font l'actualité. Alors, grossesse et Covid, comment les couples vivent cette période, on va dire, de la vie tellement formidable, mais dans un contexte anxiogène? Eh bien, j'en parle tout de suite avec une spécialiste en périnatalité et en allaitement maternel, Mariam Hadioui. Bonjour Mariam, bonsoir plutôt. Bonjour. Ça Bonsoir, va, vous allez bien, bien installé? Ça, très bien, je vous remercie. Alors, Covid oblige, bien sûr, nos émissions se font à distance physique pour tout le monde, et donc on l'applique même au niveau de nos émissions. Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, la grossesse, on le sait, c'est une période tellement particulière dans la vie des couples, dans la vie des futurs parents, des futures mamans. Elle est souvent remplie, on va dire, de joie, mais là, ce contexte Covid, c'est un contexte un petit peu anxiogène. Quelles sont les principales interrogations et préoccupations des jeunes couples que vous accompagnez, Mariam? Alors, bien évidemment, premier stress, j'ai envie de dire, est-ce que je suis plus sensible que les autres? Est-ce que si j'attrape le Covid, mon bébé va aller très mal? Ce sont les premières questions qui viennent à l'esprit des mamans ou des couples. Alors, bien évidemment, oui, les femmes enceintes sont plus sensibles, elles font partie des personnes à risque, on va dire. À risque élevé, il faut justement, savoir... si on peut détailler point par point. Alors, quand on parle de personnes à risque, normalement, enfin, de ce que l'on sait de ce virus, c'est qu'il attaque, on va dire, il a plus d'effets négatifs sur un groupe de personnes, les personnes âgées, les personnes ayant des pathologies chroniques. La grossesse n'est pas une maladie, c'est un état particulier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul, parce que la pandémie est tout de même récente, mais est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir à quel degré ce virus peut toucher les futures mamans, les femmes enceintes? Alors, comme vous dites, c'est quand même plutôt récent, donc on n'a pas suffisamment de recul. Tout ce qu'on sait aujourd'hui et ce qu'a dévoilé l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'en effet, la femme enceinte est plus sensible qu'une autre femme, disons, du même âge, avec un état sanitaire égal. Mais ceci étant dit, le fait de contracter le virus ne va pas forcément mettre en danger la femme ou son bébé. Ça dépend. Voilà, c'est-à-dire qu'une femme qui va être diagnostiquée positive, mais qui va être asymptomatique, la grossesse peut très très bien se passer, ainsi que l'accouchement, etc. Par contre, bien évidemment, si on a une femme enceinte qui est symptomatique, qui a un bilan sanguin perturbé ou une détresse respiratoire, bien évidemment que ça peut avoir des effets sur elle et sur son bébé. C'est ça. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui on sait comment se transmet in utero le virus de la maman vers le bébé, vers le futur bébé? Est-ce qu'on sait comment ça fonctionne? Par quoi? Parce que, je veux dire, après accouchement, on va dire entre adultes ou entre enfants et adultes, on sait que ça passe par la salive, par l'air, mais ce sont des éléments qui n'existent pas à l'intérieur du corps de la maman. Donc est-ce qu'on sait comment le virus est transmis? Ce n'est pas un virus qui est transmis par le sang, si? Non. Dans ce cas-là, non. Il y a eu des transmissions in utero, effectivement, très très rares, mais il y en a eu quelques-unes. Mais encore une fois, les spécialistes et les scientifiques ne sont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas tranché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que systématiquement, une femme qui va être Covid+, va le transmettre à son bébé et inversement. C'est encore malheureusement très très flou quant à la transmission intraplacentaire, in utero, entre la maman et le bébé, d'où l'importance, encore une fois, en amont, de bien respecter les gestes barrières, comme on les connaît tous très bien maintenant, le port du masque, la distanciation sociale, éviter les rassemblements, etc., puisque tout ça est encore très flou et pour éviter de prendre des risques inutiles. Est-ce que les mamans que vous rencontrez, vous les trouvez particulièrement anxieuses par rapport à ça, Mariam Hadioui? Oui, très anxieuse. Je travaille dans une clinique privée à Casablanca et notamment pendant la période du confinement, on a vécu 3 mois vraiment
difficile puisque au-delà du stress de est-ce que je vais contracter le virus, est-ce qu'on arrive dans une clinique qui est quand même un milieu hospitalier avec plus ou moins malade, etc. Est-ce que je risque de l'attraper ou mon bébé? On a été obligé de limiter tout ce qui est accompagnement, visite, etc. Donc ça a en plus amplifié l'angoisse chez ces nouvelles mamans. Donc c'est vraiment très 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 anxiogène tout ça pour elles, ce qui n'arrange pas les choses vu que le stress va diminuer leur immunité et seront donc plus sensibles de le contracter encore une fois. Mais oui, ça a été et c'est encore très très difficile et elles sont vraiment très angoissées à l'idée de contracter ce virus pendant cette période qui est censée quand même être 9 mois de bonheur et une attente. C'est un mythe quand même, hein, le 9 mois de bonheur reste le mythe absolu. Oui, C'est non vrai. mais bon, les 6 mois, les 6 mois. On va sauter les 3 premiers mois. Les 3 premiers mois. Et le dernier mois, on ne dort pas très bien non plus. Donc, c'est ça. Le mythe est rompu ce soir. Mais Maryam, honnêtement, là, est-ce que c'est important de tester régulièrement les futures mamans ou pas, ou finalement, on ne ferait qu'amplifier la psychose ou que l'appuyer? Oui. Je pense qu'on va juste amplifier la psychose si on leur demande de faire un test mensuel comme on testerait la toxoplasmose ou autre. Je pense qu'il faut un petit peu, comme je disais encore une fois, vraiment, vraiment respecter les gestes barrières, prendre ses précautions, les tester uniquement si elles deviennent symptomatiques avec de la fièvre ou tous les autres signes du Covid. Vous avez vu des bébés nés positifs? Non. J'espère ne. Alors, vos collègues, vos confrères vous en ont parlé. Est-ce que l'occasion s'est présentée au Maroc de voir des bébés nés positifs? Est-ce qu'ils sont en difficulté ou ils sont simplement positifs au virus, mais leur organisme se porte bien? Voilà, comment on peut appréhender? Alors, comme ça a été depuis le début de la pandémie, les enfants sont quand même les moins touchés ou les moins atteints par ce virus. Et quand ils le sont, ils sont principalement asymptomatiques. Tant mieux pour les petits. On a eu malheureusement quand même, même au Maroc, des enfants qui ont été testés positifs et qui ont été malades, qui ont été en réanimation, intubés, etc. Donc je pense qu'il y a autant de possibilités que de cas positifs presque. Mais au jour d'aujourd'hui, ça reste quand même très très rare cette contamination in utero. Par contre, ce qu'on voit de plus en plus, c'est une maman positive et un bébé négatif. Et donc, je vais certainement anticiper un petit peu la question, mais beaucoup de mamans me contactent pour me dire, bon voilà, je suis positive, j'ai un bébé d'1 mois, 3 mois, 1 an, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allaite ou pas? C'était ça la question, c'est ça. Voilà, est-ce que j'allaite ou pas? Est-ce que carrément je dois m'isoler, me séparer de mon bébé, etc. Alors surtout pas, mesdames. Quand vous êtes positive, déjà, il faut savoir qu'avant de savoir qu'on est positif, on est déjà en contact avec notre enfant puisqu'il vit avec nous. Donc il a déjà été, on va dire, en contact avec le virus, j'ai envie de dire, avant même que les signes apparaissent. Et ce qui a été préconisé, et l'OMS insiste vraiment, vraiment là-dessus, c'est que la maman doit continuer à allaiter son enfant. Même si elle est diagnostiquée positive, elle doit respecter les gestes barrières, se laver les mains, porter un masque, éviter trop les bisous, etc. Mais elle doit continuer à allaiter son enfant. Et les médicaments, si elle est sous traitement, Maryam? Et il n'y a pas de risque pour le bébé? Encore une fois, ça va dépendre du traitement, mais si c'est une maman qui a été autorisée à rester chez elle, elle va certainement être principalement sous vitamine, chose qui est complètement compatible avec le bébé. Bien évidemment, si elle est très malade et qu'elle est hospitalisée, c'est une autre histoire et elle est déjà de toute façon séparée avec son enfant. C'est ça. Alors juste pour conclure, aujourd'hui, les accouchements se passent de manière complètement différente, en dehors du cadre classique marocain que l'on nous connaît justement. Surtout le après, les chambres sont relativement vides, calmes, il n'y a pas foule dans les chambres après l'arrivée des bébés. Ça change? Non. Ah oui, ça change énormément. Ça affecte les futurs parents?
Alors, en fait, pour vous donner un cas concret, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement limité les visites à une personne et pendant 1 heure dans la journée. Donc, la majorité des cas, c'est soit le mari, soit une des grands-mères. Alors, c'est sûr que c'est bizarre, mais de toute façon, je trouve que c'est une situation exceptionnelle pour tout le monde et dans toutes les situations. Donc les mamans, bizarrement ou étrangement, sont plutôt contentes parce que du coup, elles se reposent Pause. pendant cette période. Et en plus de ça, il y a quand même un stress en moins, à savoir le risque d'être contaminé par les visiteurs, que ce soit pour elles ou pour leur bébé. Donc finalement, ça a été plutôt positif, à condition qu'elles aient leur mari ou leur maman auprès d'elles. Le fait d'avoir limité les visites n'a pas été vraiment problématique. Merci beaucoup, Mariam Hadjiwi, d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces questions et ces interrogations de nos téléspectateurs et téléspectatrices, des futurs parents qui nous suivent. Je vous lâche et je récupère tout de suite Dr Karim Louali, qui est médecin nutritionniste. On va nous attaquer à notre sujet, docteur, mais avant, si je peux me permettre, je sais que vous avez vécu cette expérience justement de la Covid dans votre famille, vous m'en avez parlé. Exactement ce sujet dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire grossesse et Covid. Vous avez accueilli un nouveau-né, Mbak Msaoud, mais la maman était porteuse du virus, donc au moment de l'accouchement. Justement, on a un cas concret avec nous. Ça peut rassurer les futurs parents qui se posent des questions par rapport à cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et ensuite, on parle de notre jeûne intermittent, docteur Louali. Bien entendu, on a eu ce cas dans la famille très proche, et c'était un peu difficile, puisque le plus dur, c'est que la maman soit coupée de tout le monde. Parce que quand elle est positive et qu'elle a des complications, eh ben, elle est en isolement total. Bien entendu, quand il y a des facteurs surajoutés, on sait très bien que le Covid, ce sont les personnes fragiles. Donc, une femme enceinte n'est pas une personne fragile, mais quand elle a une autre maladie comme un asthme ou un problème respiratoire, forcément que c'est plus compliqué. Alors, je rassure les gens, le traitement a été suivi normalement. Le protocole thérapeutique qui se donne aux gens qui sont normaux se donne à la femme enceinte aussi. Et puis, avec des mesures, le bébé, dans la plupart des cas, il sort négatif. On a rarement vu des cas de bébés qui sortent positifs. Votre bébé sorti négatif, justement. Négatif, oui, négatif. Et puis, il faut le dire que bien entouré, bien pris en charge, la maman peut même allaiter, donc il n'y a aucun problème, le bébé est allaité. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'était des moments difficiles pour la maman d'être isolée. Bon, elle était en détresse respiratoire vu qu'elle avait un terrain asthmatique, mais aujourd'hui c'est derrière, et donc avec une bonne prise en charge et en suivant bien les protocoles thérapeutiques émis par les médecins, on arrive à s'en sortir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment d'intimité avec nous, docteur Karim Louali. Allez, on passe à ce sujet-là du jeûne intermittent. C'est très tendance, c'est très à la mode. Il y a énormément de stars qui adoptent ça. Alors, est-ce que c'est du simple marketing ou c'est la réalité? On a entendu dire que Jennifer Lopez l'adopte, Jennifer Aniston, Adele aussi, qui a perdu énormément de poids, et selon les rumeurs, ça serait grâce à cela. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous, en tant que spécialiste de la nutrition, vous en pensez quoi, docteur Karim Louali? Alors, le jeûne intermittent, bon, on sait tous, on l'a dans notre religion, c'est Siam, mais il est fait autrement. Alors, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à alterner entre des périodes de jeûne plus ou moins longues et des périodes de prise alimentaire. Donc, plus souple, plus accessible que le jeûne strict, et bien entendu, il a plusieurs avantages santé. Et il y a différentes manières de jeûner. Les plus connues aujourd'hui qu'on connaît, c'est soit le fasting, le jeûne partiel, ou le 5-2. Ça veut dire quoi? Le 5-2, c'est-à-dire que sur les 7 jours de la semaine, on va jeûner 2 jours et puis on va avoir une alimentation normale pendant 5 jours. Par contre, le fasting, non, c'est différent. C'est-à-dire que dans la même journée, on va tout concentrer au niveau alimentaire sur 8 heures et on va jeûner les 16 heures qui restent, sur un ensemble de 24 heures. C'est-à-dire qu'on va commencer notre premier repas à midi, une collation à 16 heures, et on va dîner à 20 heures, et de 20 heures à midi du jour prochain, on va jeûner. Donc mais voilà, alors moi, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est ça, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je suis, on va dire,
bête et disciplinée. Depuis le temps que l'on fait ce genre d'émission sur Médien TV, sur Médien Radio, on entend les spécialistes parler de l'importance de 3 repas par jour. Démarrer sa journée avec un petit déjeuner, c'est très important pour le cerveau et pour l'organisme. Ensuite, un repas équilibré en mi-journée et puis un dîner léger. Là, avec le jeûne intermittent, c'est différent. C'est pas de petit déjeuner le matin. Donc le matin, on peut consommer autant d'eau et de café que l'on souhaite, mais le premier repas n'est pas pris avant midi, on va dire. Et donc forcément, c'est un brunch. Ce n'est ni un petit déjeuner, ni un déjeuner. Moi, ça perturbe ma notion de l'équilibre alimentaire. Surtout de l'horloge biologique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très important. Quand on jeûne le ramadan, en fait, psychologiquement, on prépare le corps à jeûner. Ça s'appelle niya. Et c'est très, très important. Parce qu'on le remarque à ramadan, quand on est préparé à jeûner, eh ben, on arrive à jeûner toute la journée sans avoir faim. Mais par contre, en jour normal, si je saute mon petit déjeuner, je me retrouve fatigué, etc. Parce que psychologiquement, je n'ai pas préparé mon corps à jeûner. Donc, pour comprendre la question que tu me poses, il faut comprendre quels sont les principaux atouts du jeûne intermittent. Est-ce qu'il en a, justement? Est-ce qu'il en a? Il y en a, okay. mais il ne faut pas les utiliser dans le sens contraire, parce qu'on tombe beaucoup dans l'erreur, c'est ça le problème. Donc d'abord, le jeûne intermittent permet de diminuer la production d'insuline et le stockage des graisses et des sucres dans l'organisme. C'est quelque chose qui va stimuler le déstockage des graisses, il donne un meilleur contrôle des sensations alimentaires, il stimule plutôt la sécrétion de l'hormone de croissance, il améliore les performances physiques et intellectuelles et surtout, il raccourcit le temps de récupération, favorise la régénération cellulaire et permet de faire un auto-nettoyage du corps et donc lutte contre le vieillissement cellulaire. Est-ce que c'est vrai tout ça, docteur? Est-ce que c'est vrai? Parce que ça a l'air très beau, hein, en fait. Non, c'est scientifique. Il y a des cliniques médicales maintenant qui hospitalisent les gens pour faire du jeûne intermittent. Okay. Mais alors attention. Justement, si vous permettez, désolé de vous interrompre, oui. Mais quand vous dites c'est scientifique, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On entend beaucoup de personnes adopter ça comme mode de vie, c'est-à-dire à la maison, on se dit entre midi et 20h, je mange ce que je veux, mais je ne mange rien après 20h et je ne mange rien avant midi. Est-ce que ça fonctionne quand on mange ce qu'on veut ou bien c'est vraiment une forme de thérapie? Du tout. Alors, il faut penser que le jeûne intermittent est un mode de vie de bonne santé. Donc, on l'a vu, c'est efficace pour la prévention cardiovasculaire. Cependant, pour la perte de poids, il faut être extrêmement prudent. Donc, on le fait pour rester en bonne santé, mais pas pour maigrir. D'ailleurs, non encadré, il peut donner des dégâts graves, donc fatigue, frustration, compulsion, fringales, etc. Et donc, il faut toujours prendre l'avis d'un médecin. Et il faut éviter de le faire d'une manière anarchique parce que sinon, ça ne va pas marcher. Parce que l'une des erreurs qu'on fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est manger 2 fois plus pendant les périodes de prise alimentaire. Donc, ça ne sert absolument à rien. C'est ne pas boire suffisamment d'eau. Donc, ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. Donc, parce qu'on jeûne au niveau alimentaire, mais au niveau des liquides, non. Donc, il faut continuer à s'hydrater. Et puis, surtout, se fixer des objectifs trop difficiles à atteindre. Donc, attention, je n'utilise pas le jeûne intermittent pour maigrir, mais plutôt pour être en bonne santé. Ok, mais alors dans ce cas-là, justement, c'est pour qui? C'est pas pour perdre du poids, c'est pour, on va dire en one shot, en thérapie uniquement, comme une cure? Oui, on peut perdre un petit surpoids, quelque chose de léger, mais quand on est obèse et qu'on a beaucoup de kilos à perdre, non, ce n'est pas en faisant le jeûne intermittent qu'on va arriver. On peut le faire pour perdre sur la durée, sur le long terme, mais ce n'est pas cet effet waouh magique où je vais perdre rapidement. Et puis, il est très, très intéressant de se faire coacher parce qu'au moment, par exemple, j'ai parlé de 5-2 et j'ai parlé de fasting, c'est les fameuses règles des 8h, 16h. Et donc, il faut manger équilibré. Il faut avoir une journée type. Comment on va faire pour subvenir à ses besoins micronutritionnels durant les 8 heures où je vais manger. Donc, c'est important de se faire aider parce que manger pendant 8 heures et manger du fast-food, il n'y a pas du tout d'intérêt santé dans ce type de jeûne intermittent. Micronutritionnel, c'est-à-dire pas les grosses vitamines? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut apporter la valeur non calorique, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux. Il faut que ça soit équilibré pour tirer le profit prévention cardiovasculaire dans ce type de jeûne.
Écoutez, docteur Karim Louali, je profite de votre présence avec nous aujourd'hui, enfin ce soir, pour rappeler les règles de base de l'alimentation équilibrée. Jeûne intermittent ou non, l'idée c'est surtout de bien manger, de préserver son organisme, surtout en période de Covid. Je sais qu'hier j'ai annoncé un sujet pour aujourd'hui qui était virus, justement, comment s'immuniser, mais en fait c'est le sujet de demain et bref. C'est une erreur, mais demain donc on en parlera profondément avec 2 spécialistes. Mais pour vous, en termes d'alimentation, quelle est l'importance de l'équilibre alimentaire pour lutter contre Covid et grippe? Parce que le changement de saison amène ce genre de choses. Effectivement, il faut savoir que le stress oxydatif, c'est-à-dire que quand je n'ai pas un grand pouvoir antioxydant, eh ben, mon immunité baisse. Et donc, mon immunité, elle dépend de mon pouvoir antioxydant, elle dépend de mes micronutriments que je mange dans l'alimentation. Et notamment la vitamine E, la vitamine C, le sélénium, la vitamine D. C'est cette valeur non calorique de mon alimentation qui va me permettre d'être en bonne santé et de mieux me défendre. Et ce n'est pas que le jeûne intermittent, en fait, c'est pareil pour tous les types de régimes. Je dois avoir assez de fruits, assez de légumes, je dois avoir assez de protéines de bonne qualité. Et donc, je dois me focaliser sur la valeur micronutritionnelle de mon alimentation et non la valeur calorique. Ok. Je peux même donner, finir, si vous voulez un exemple. Hein, oui, allez-y. On peut, par exemple, si je fais le fameux jeûne des 8 heures, eh ben, mon repas du déjeuner, c'est plus un déjeuner qu'un brunch. Donc, je dois prendre une salade de crudités, je dois utiliser une huile de bonne qualité qui est riche en oméga 3, une huile de noix ou une huile d'olive, prendre 150 ou 200 grammes de viande blanche maigre ou substitut, et puis au moins 200 grammes de légumes précolorés, et puis je peux finir avec un fruit par exemple. À 16 heures, eh ben, je peux prendre une infusion, un thé, un yaourt de chèvre par exemple, avec une poignée d'oléagineux ou bien quelques muesli. Et le soir à 20 heures par exemple, eh ben, je vais me permettre une bonne soupe de légumes, un bon bol, 250 grammes, 150 grammes de poisson blanc ou de saumon, ou un équivalent, 200 grammes de féculents, parce qu'il me faut bien des féculents, et allez hop, pour le plaisir, je peux même me permettre 2 carrés de chocolat noir. Donc, allez, ça c'est pour le fun. Vous voyez que finalement, c'est des repas équilibrés, c'est 2 repas et une collation, et c'est nullement ne pas manger, et puis se priver et créer des carences nutritionnelles. Absolument. Peut-être pour finir, docteur Karim Louali, et ça on nous le demande beaucoup, justement à cause de cette pandémie, les personnes qui tombent malades, la période, on va dire, ensuite de quarantaine, comment se relever de tout ça? L'alimentation joue un rôle important, n'est-ce pas? L'alimentation et le repos total. Quand je suis dans cette période de quinzaine, on appelle ça une quinzaine, c'est pas 40 jours, c'est 15 jours, eh bien, il faut d'abord bien dormir. Il faut bien se reposer, il faut avoir ses heures de sommeil. Il faut nourrir l'esprit et non la télé. Parce qu'on sait que la télé fatigue, donc profitez pour plutôt faire de la lecture et pour reposer ses yeux. Et puis il faut surtout avoir... Oui, pardon? Vous chassez nos clients. Non, je rigole, je vous taquine. Vous dites pas de télé, non? Non, je dis pas de télé tard le soir. Parce qu'on sait très bien qu'il faut arrêter tôt. C'est bien. Voilà, on se dit tout, c'est bon, ça passe, l'heure elle est correcte. Et puis, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut bien manger. Il faut avoir dans chaque repas légumes, salade, une protéine blanche et un féculent. Il faut bien s'alimenter. Il faut prendre une alimentation riche en vitamines, en sélénium, en vitamine E, en vitamine D, parce que ce sont nos alliés immunité, les groupes de vitamine B, tout ce qui est vert foncé. Ne pas oublier de faire des collations de fruits. Et de préférence crue et de préférence entier, hein, parce que si on ne les passe pas à une centrifugeuse à froid, plutôt un extracteur à froid, c'est-à-dire le blender ou bien la fameuse machine où on va presser les fruits, et va détruire tous les vitamines et tous les minéraux. Donc il serait préférable de les manger naturellement si on n'a pas un extracteur à froid. Merci beaucoup, docteur Karim Louali. Merci infiniment d'avoir pris de votre temps, d'avoir partagé avec nous votre expérience personnelle de la Covid et puis de nous avoir amené votre expertise en matière de nutrition. Très bonne soirée à vous, très bonne soirée à tous nos téléspectateurs. Un grand merci à l'équipe en régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour ce sujet sur booster son immunité face à la Covid et face à la grippe. Mais avant, à 15h30 sur Média Radio avec Farhana pour Bla Mi'ad. Donc à demain et portez-vous bien.